Au baptême des jumeaux de ma sœur, juste après les funérailles de mon mari, elles ont brandi un testament pour m'être volé mon héritage. Ma mère et ma sœur pensaient m'avoir détruite, mais elles venaient de tomber dans le piège que je préparais depuis 1 an. J'ai souri. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Le soleil de Provence avait beau inonder les jardins du domaine, une lourdeur glaçante s'accrochait à l'air, aussi tenace que l'humidité d'une crypte. Je sentais son poids sur mes épaules, sous ma robe noire de confection parfaite, une tenue de deuil qui détonnait violemment avec les rires et les couleurs pastel des invités. 2 mois. 63 jours exactement que mon mari, Julien, était mort. Et me voici, au baptême des jumeaux de ma sœur, jouant le rôle de la veuve digne au milieu d'une mascarade familiale. Je tenais une coupe de champagne que je ne buvais pas, mon regard balayant la scène avec une clarté presque douloureuse. Il y avait les amis de la famille, qui m'adressaient des sourires pleins de pitié avant de se retourner pour chuchoter, leurs regards curieux et morbides me piquant la peau. Il y avait les oncles et les tantes, engoncés dans leurs costumes du dimanche, visiblement mal à l'aise, ne sachant s'ils devaient me parler de la pluie, du beau temps, ou du cercueil. Et puis il y avait ma mère, Simone. Elle flottait d'un groupe à l'autre, un sourire faussement soucieux peint sur le visage, distribuant des poignées de main et des bises, l'incarnation même de la matrone bienveillante. Une comédie. Tout n'était qu'une immense comédie. Au centre de tout cela, ma sœur cadette, Chloé. Resplendissante dans une robe blanche qui moulait une silhouette retrouvée à une vitesse indécente, elle rayonnait. Son chagrin pour son beau-frère, si théâtral lors des funérailles, s'était miraculeusement évaporé, remplacé par une sorte de triomphe contenu. Elle tenait ses enfants, Léo et Luna, les 2 raisons de cette fête, comme des trophées. Soudain, le son cristallin d'une cuillère contre une flûte figea les conversations. Le silence se fit, lourd, presque palpable. Chloé, un sourire venimeux qui n'atteignait pas ses yeux, fixa son regard sur moi. J'ai immédiatement su. Le moment que j'attendais, que je redoutais et que j'espérais secrètement, était arrivé. Chers amis, chère famille, commença-t-elle, sa voix portant dans tout le jardin. Merci d'être venus célébrer la vie. En ce jour si spécial, je me dois de partager avec vous une vérité que j'ai gardée pour protéger les personnes que j'aime. Elle marqua une pause, savourant son effet. Ces 2 miracles, mes merveilleux Léo et Luna. Elle caressa leur front, puis releva la tête, son regard planté dans le mien. Sont les enfants de Julien. Un hoquet collectif parcourut l'assemblée. Les murmures se transformèrent en un silence de plomb. Chloé continua, sa voix gagnant en assurance. En tant que ses enfants, ils sont ses héritiers légitimes. Le testament qu'il a rédigé est très clair. Il nous accorde, à moi et à mes enfants, la moitié de ce domaine. Pour appuyer son propos, comme une magicienne sortant un lapin de son chapeau, elle fit un signe de tête à notre mère. Simone s'approcha d'un petit sac posé sur une table et en sortit une enveloppe Kraft. Elle l'ouvrit et entendit le contenu à Chloé, un document officiel, plié en 4. Chloé le brandit, pas assez près pour qu'on puisse le lire, mais assez pour que tout le monde voie le sceau du notaire. Au même instant, ma mère posa une main sur mon avant-bras. Sa poigne était ferme, ses ongles manucurés s'enfonçant légèrement dans ma peau. C'est la loi, ma chérie, me murmura-t-elle à l'oreille, son souffle sentant le champagne et le mensonge. Il faut l'accepter. Pour le bien de tous. La foule me dévisageait, attendant une réaction. Des larmes? Des cris? Un effondrement? Je sentis une chose monter en moi, une secousse qui partait du plus profond de mon ventre. Ce n'était pas du chagrin. Ce n'était pas de la colère. C'était un fou rire, hystérique et sauvage, que je parvins à grand-peine à étouffer en serrant les mâchoires. Elle n'avait aucune idée. Aucune idée du piège dans lequel elle venait de se jeter la tête la première. Julien. Même après tout ça, son nom avait encore le goût d'une promesse brisée. Je l'avais rencontré à 25 ans, lors du vernissage d'un de ses projets. Il était un architecte de renom, un homme dont le charisme n'avait d'égal que l'ambition.
Il ne parlait pas beaucoup, il vous écoutait, vous enveloppant d'une attention si intense que vous aviez l'impression d'être la seule personne au monde. C'était son plus grand talent, et sa plus grande arme. Notre amour était né comme ça, fulgurant, une évidence. Il semblait être une œuvre d'art à lui tout seul, et j'étais la restauratrice fascinée qui avait la chance de pouvoir en contempler les détails chaque jour. L'achat du domaine, près d'Aix-en-Provence, avait été la consécration de notre bonheur. Un vieux mas en pierre dorée, entouré de platanes centenaires et de quelques hectares de vignes endormies. C'était notre projet, notre refuge. Julien dessinait les plans de la rénovation, et moi, je chinais des meubles anciens, restaurant avec patience des commodes et des tableaux qui avaient une histoire. Notre vie était belle. En surface. Car il y avait toujours une ombre dans ce tableau idyllique, ma sœur, Chloé. De 2 ans ma cadette, elle avait passé sa vie à courir derrière moi, essayant de porter mes vêtements, de séduire mes amis, et finalement, de convoiter ma vie. C'était une jalousie sourde, faite de petites piques et de compliments empoisonnés. Tu as tellement de chance, Adèle, disait-elle souvent. Tout a l'air si facile pour toi. Ce n'était pas un compliment. C'était un reproche. Et ma mère, Simone, avait toujours été l'arbitre partial de cette compétition qui n'existait que dans l'esprit de Chloé. Sois gentille avec ta sœur, me disait-elle constamment. Tu es l'aînée, la plus forte. Tu dois comprendre, elle est plus fragile que toi. Fragile ? Chloé était tout sauf fragile. Elle était un tourbillon de désirs et de caprices, et ma mère était la première à céder, à excuser, à lui trouver des justifications. En me demandant d'être la plus grande, elle me demandait simplement de m'effacer. Je me souviens des premiers signes. Ils étaient discrets, presque imperceptibles, il y a un peu plus d'1 an. Les fameuses réunions de chantier de Julien qui se terminaient après minuit. Son téléphone, autrefois posé nonchalamment sur la table de chevet, était devenu une forteresse, toujours écran retourné, vibrant silencieusement dans sa poche. Et puis, il y a eu cette odeur. Le parfum de Chloé, Chalimard, une fragrance capiteuse que je ne supportais pas. Je l'ai senti 1 fois, puis 2, sur le col de ses chemises quand je les mettais à laver. Quand je lui ai posé la question, il a ri. Tu deviens parano, mon amour. Chloé m'a fait la bise ce midi, c'est tout. J'ai voulu le croire. Mon Dieu, comme j'ai voulu le croire. Parce que l'alternative était trop monstrueuse pour être envisagée. L'idée que les 2 personnes qui m'étaient les plus proches, mon mari et ma sœur, puissent me trahir de concert était une abomination, une distorsion de la réalité. Alors, j'ai fermé les yeux. Pour un temps. J'ai choisi la chaleur confortable du déni plutôt que la vérité glaciale qui commençait déjà à s'infiltrer par les fissures de notre bonheur factice. Le déni est une forteresse fragile. Un seul coup bien placé suffit à la faire voler en éclats. Pour moi, ce coup n'a pas été une grande scène dramatique, mais un simple morceau de papier, froid et impersonnel. Je rangeais les poches d'un manteau de Julien avant de le porter au pressing, un manteau qu'il avait porté lors d'un prétendu séminaire d'architecte à Lyon. Mes doigts ont rencontré une facturette pliée en 8. Une facture d'hôtel. Pas un grand palace de Lyon, mais un hôtel de charme, la Bastide de Gordes, pour 2 personnes. La date correspondait au week-end de son séminaire. Le week-end exact où Chloé était censée être chez une amie à Avignon pour décompresser. Gordes. Pas Lyon. Avignon. Pas loin de Gordes. Les pièces du puzzle se sont assemblées dans mon esprit avec une violence inouïe. Le sang a reflué de mon visage, mes oreilles se sont mises à bourdonner. Je me suis assise sur le lit, la facture tremblant dans ma main. Ce n'était plus une suspicion, c'était une certitude. L'image d'eux 2, dans cet hôtel romantique, riant de moi, de ma naïveté, m'a frappé comme un poing en pleine poitrine. Mais le véritable coup de poignard, celui qui a tué la dernière parcelle d'espoir et d'amour en moi, est venu quelques jours plus tard. La porte de la bibliothèque était entr'ouverte. J'allais entrer quand j'ai entendu la voix de ma mère au téléphone. Elle parlait à voix basse, mais je l'ai reconnue immédiatement. Je me suis figée. Non, ne fais rien d'imprudent, disait-elle. Je t'ai dit d'être patiente. Il va la quitter, il me l'a promis. Il faut juste que les choses se fassent proprement.
Un silence. Puis elle a repris, avec une douceur écœurante, « Bien sûr que tu mérites cette vie, ma chérie. Tu la mérites bien plus qu'elle. Elle a toujours tout eu sans effort. Pour une fois, les choses iront dans ton sens. » J'ai reculé sans faire de bruit, le souffle coupé. Elle ne parlait pas d'une inconnue. Elle parlait de moi. Ma propre mère, complice. Elle n'était pas seulement au courant, elle encourageait, elle planifiait. À cet instant précis, j'ai compris que j'étais seule. Absolument seule. La trahison n'était pas double, elle était triple. Mon mari, ma sœur, ma mère. Mon univers venait de s'effondrer. Je suis montée dans ma chambre, je me suis enfermée et j'ai attendu. J'ai attendu les larmes, les cris, la rage dévastatrice. Mais rien n'est venu. À la place, un calme étrange, un froid polaire s'est installé dans mes veines. La tristesse s'est cristallisée en une résolution dure comme du diamant. C'était fini. Pas de confrontation, pas de scène. Pourquoi leur aurais-je donné cette satisfaction? Ils m'avaient prise pour une idiote. J'allais leur prouver à quel point ils s'étaient trompés. La restauratrice d'art allait laisser place à la stratège. Je n'allais pas détruire leur tableau. J'allais le laisser pourrir de l'intérieur, en silence, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la toile nue de leurs mensonges. Et j'allais le faire avec une patience et une méticulosité qu'ils n'auraient jamais pu soupçonner. Mon atelier, avec ses odeurs de térébenthine et de vernis, est devenu mon quartier général. La patience et le souci du détail que j'appliquais à la restauration de toiles du XVIIIe siècle, je les ai redirigés vers un projet bien plus personnel, la déconstruction méticuleuse de la double vie de mon mari. Cet univers était ma forteresse, un lieu où l'ordre et la logique régnaient, et c'est cet ordre que j'allais imposer à leur chaos mensonger. La première étape fut d'une simplicité déconcertante. L'ordinateur portable de Julien. Il le laissait souvent sur son bureau, protégé par un mot de passe qu'il pensait inviolable. Mais je le connaissais mieux qu'il ne le pensait. Sa vanité, son arrogance. J'ai essayé la date de notre mariage. Échec. La date de son diplôme. Échec. Puis je me suis souvenu de Ulysse, notre premier chien, un golden retriever qu'il adorait plus que tout. J'ai tapé Ulysse 1998. Accès autorisé. Un sourire glacial s'est dessiné sur mes lèvres. Même dans sa trahison, il était prévisible. Ce que j'ai trouvé dépassait mes pires cauchemars. Des centaines de mails échangés avec Chloé via une adresse secrète. Des déclarations d'amour enflammées, des projets d'avenir, des critiques acerbes à mon sujet. Adèle ne comprendrait jamais, écrivait-il. Elle est trop froide, trop dans son monde. J'ai tout imprimé, méticuleusement, en silence, le bruit de l'imprimante rythmant les battements calmes de mon cœur. Je suis allé plus loin. J'ai fouillé ses relevés de cartes de crédit en ligne. Là encore, le même mot de passe. C'était un véritable journal de leur liaison. Un sac Chanel pour l'anniversaire de Chloé. Un collier de chez Cartier pour célébrer leur premier mois ensemble. Des restaurants étoilés. Des week-ends entiers. J'ai tout sauvegardé, tout classé par date dans des chemises cartonnées. J'ai même découvert les plans d'architecte pour une annexe au domaine, une sorte de maison d'amis luxueuse, dont le dossier était intitulé « Projet C ». C'est pour Chloé, évidemment. Armée de ce dossier qui pesait déjà plusieurs kilos, j'ai pris rendez-vous. Pas avec un conseiller conjugal, mais avec une avocate. Mon amie Sophie, la seule personne extérieure à ce drame à qui j'avais osé me confier, m'avait recommandé un nom, Maître Valérie Leclerc. Elle est brillante, impitoyable, et elle déteste les hommes arrogants, m'avait dit Sophie. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Le cabinet de Maître Leclerc, dans le centre d'Aix, était moderne, épuré, presque clinique. L'avocate était à l'image des lieux. Un tailleur-pantalon impeccable, un chignon strict, et un regard d'une intelligence acérée. Je me suis assise, et sans une larme, j'ai posé le lourd dossier sur son bureau. J'ai raconté les faits, rien que les faits, d'une voix neutre. Elle a écouté sans m'interrompre, feuilletant les preuves, les emails, les factures. Quand j'ai eu fini, elle a relevé la tête. Un sourire carnassier, presque imperceptible, a flotté sur ses lèvres. Madame, a-t-elle dit,
sa voix calme et précise. Ce n'est pas un dossier de divorce. C'est un chef-d'œuvre. Votre mari et votre sœur ont construit leur petit bonheur sur du sable. Nous allons simplement leur envoyer la marée. Dites-moi ce que vous voulez. Et je vous dirai comment l'obtenir. À cet instant, je savais que j'avais trouvé mon allié. La vengeance n'allait pas être seulement une affaire personnelle. Elle allait devenir une affaire légale, froide et irréfutable. La stratégie que Maître Leclerc et moi avons mise au point était d'une simplicité redoutable. Elle ne reposait pas sur la confrontation, mais sur l'anticipation. Puisque Julien était si confiant dans mon rôle de gestionnaire administrative, nous allions utiliser cette confiance comme une arme. Le point central de notre plan était le testament. Le leur, celui qu'ils avaient probablement fait rédiger en secret, ne valait rien tant qu'un autre, plus récent, existait. Il fallait choisir le bon moment. Un moment où Julien serait pressé, distrait, et où ma demande semblerait parfaitement anodine. Ce moment s'est présenté 3 mois avant l'accident, un mardi matin pluvieux de novembre. Julien était déjà en retard pour un rendez-vous important. Il faisait les 100 pas dans l'entrée, pestant contre le temps, cherchant ses clés. Son téléphone a sonné. Il a décroché, et son visage s'est adouci. « Oui, mon ange ? » ?»« Non, ne t'inquiète pas. J'arrive dès que je peux, cette réunion est une formalité. »« Mon ange ?» Il parlait à Chloé. Je l'ai su au ton mielleux de sa voix. Parfait. Son esprit était déjà ailleurs. C'est là que je suis intervenu, un classeur épais à la main, le visage empreint d'un sérieux professionnel. Julien, je suis désolé de te déranger maintenant, mais il faut absolument que tu signes ça. Il s'est tourné vers moi, agacé. Adèle, pas maintenant, je suis à la bourre. Je sais, ai-je répondu d'une voix calme. Mais Maître Leclerc a insisté. Ce sont les mises à jour annuelles pour les impôts fonciers et les statuts du vignoble. Si on ne renvoie pas ça aujourd'hui, on risque des pénalités. Il y a une dizaine de signatures à apposer. J'ai ouvert le classeur sur la console de l'entrée. J'avais mêlé les pages du Nouveau Testament, préparées par mon avocate, à une liasse de documents fiscaux authentiques mais sans grande importance. C'était un fouillis de clauses, de paragraphes et de chiffres, conçus pour décourager quiconque de lire. Il a soupiré, un long soupir exaspéré. Bon, d'accord, donne-moi ça. Il a attrapé mon stylo. Tu sais que je ne comprends rien à toute cette paperasse, mon amour. C'est ton domaine. Je te fais confiance. Ces mots, qui auraient dû me réchauffer le cœur autrefois, sonnaient maintenant comme la plus douce des musiques. Je te fais confiance. Il n'imaginait pas à quel point il avait tort. Il a paraphé et signé chaque page que je lui indiquais, le regard déjà tourné vers la porte, son esprit focalisé sur sa maîtresse prétendument malade. Paraphe ici. Signature complète là. Je le guidais d'une voix monocorde et efficace. La page la plus importante était la dernière, celle qui contenait les clauses essentielles. En cas de décès, je sous-signais, Julien Dubois, lègue l'intégralité de mes biens, mobiliers et immobiliers, présents et à venir, à mon épouse, Adèle Dubois, née Martin. Ce testament annule et remplace toute disposition testamentaire antérieure. Il l'a signé sans un regard, d'un trait rapide et nerveux. Voilà, c'est fait, a-t-il dit en me tendant le stylo. Il m'a embrassé sur le front, un baiser froid et distrait. Je t'appelle après ma réunion. Puis il est parti, laissant derrière lui une odeur de parfum et de trahison. Je suis resté immobile pendant une longue minute, le classeur serré contre ma poitrine. Puis, j'ai pris les feuilles du testament, les ai glissées dans une enveloppe sécurisée et j'ai appelé Maître Leclerc. Nous l'avons, ai-je simplement dit. Le lendemain, le document était officiellement enregistré, daté et scellé. Le testament que Chloé et Julien avaient sans doute caché dans un coffre était devenu un simple morceau de papier, aussi obsolète que leur amour et aussi vide que leurs promesses. Le piège était en place. Il ne restait plus qu'à attendre. L'attente n'a pas été longue. 3 mois plus tard, le téléphone a sonné au milieu de la nuit. C'était la gendarmerie. Le gendarme au bout du fil avait une voix jeune et hésitante. Il y avait eu un accident sur l'autoroute. Une voiture, lancée à vive allure sous une pluie battante, avait percuté la pile d'un pont.
Le conducteur était mort sur le coup. C'était Julien. En raccrochant, ma première réaction ne fut pas le chagrin. Ce fut un choc, un vide sidéral et engourdi. Comme si le monde s'était mis en pause. Il n'y avait pas de hurlements, pas de larmes qui refusaient de couler. Il y avait juste le silence, et une pensée froide et unique qui a traversé mon esprit, c'est fini. Le jeu était terminé. Les jours qui ont suivi furent un tourbillon flou de formalités et de condoléances. Je me mouvais comme une automate, organisant les funérailles, choisissant le cercueil, répondant aux appels, remerciant les gens pour leur soutien. Je jouais le rôle de la veuve éplorée avec une perfection qui m'étonnait moi-même. Les funérailles furent le point culminant de cette comédie macabre. L'église était bondée. Tous les amis, les associés, la famille étaient là pour rendre un dernier hommage à l'architecte de génie, au mari aimant, à l'ami fidèle. J'étais assise au premier rang, le visage caché derrière un voile noir, un rempart fragile contre les regards de pitié. À ma droite, Chloé, secouée de sanglots bruyants et convulsifs, s'accrochait à mon bras comme une naufragée. À ma gauche, ma mère, Simone, le visage ravagé par une peine si ostentatoire qu'elle en devenait grotesque. « Je serai toujours là pour toi », m'a murmuré Chloé à travers ses larmes, sa tête posée sur mon épaule. « On traversera ça ensemble. » J'ai senti son cœur battre à tout rompre contre mon bras. Le sien était affolé, le mien était d'un calme olympien. Je me suis demandé si elle pouvait sentir cette absence totale de panique, ce rythme régulier et imperturbable. Je me suis demandé si elle prenait mon silence pour du chagrin, ou si, au fond d'elle, elle sentait déjà le froid de l'acier. Après la cérémonie, au cimetière, les gens défilaient pour me présenter leurs condoléances. C'était un ballet d'hypocrisie. Les associés de Julien qui, je le savais, le détestaient. Les femmes de ses amis qui, je le savais, l'avaient désiré. Et puis il y avait les membres de la famille, qui chuchotaient déjà dans mon dos. J'ai surpris le regard de mon cousin Thomas. Contrairement aux autres, il n'y avait pas de pitié dans ses yeux, mais une sorte de tristesse authentique, et peut-être un peu de honte. Il savait, ou du moins il se doutait de quelque chose. Mais il n'a rien dit. Personne ne disait jamais rien. En rentrant au domaine ce soir-là, la maison semblait immense et vide. Mais ce n'était pas un vide de deuil. C'était un vide de libération. J'ai enlevé ma robe noire, je l'ai pliée soigneusement, et je suis restée longtemps sous la douche, laissant l'eau chaude couler sur moi, comme pour laver les derniers résidus de cette vie de mensonge. La pièce de théâtre était terminée. Le dernier acte, mon acte, allait bientôt commencer. L'invitation pour le baptême de Léo et Luna, reçue quelques semaines plus tard, n'était que le lever de rideau que j'attendais. La scène, au milieu du jardin, semblait figée dans le temps. Le faux testament flottait encore dans la main de Chloé comme un drapeau de victoire. Les visages des invités étaient tournés vers moi, un mélange de curiosité, de pitié et d'excitation malsaine. Ils attendaient l'effondrement, le drame en direct. Ma mère me serrait toujours le bras, son rôle de matrone protectrice devenant de plus en plus oppressant. « Adèle, ne fais pas de scène », sifflait-elle, assez bas pour que moi seule l'entende. « Accepte les choses dignement. » Dignement. J'ai failli éclater de rire. J'ai délicatement retiré mon bras de son emprise et j'ai fait un pas en avant. J'ai pris la coupe de champagne des mains d'un invité pétrifié et j'en ai bu une gorgée. Le liquide pétillant et froid m'a semblé délicieux. Tous les regards étaient sur moi. Un testament, ai-je dit, ma voix étonnamment claire et posée. C'est très intéressant, Chloé. Vraiment. Laisse-moi voir ce document, s'il te plaît. Surprise par mon calme, ma sœur m'a tendu le papier avec un léger flottement. Je l'ai pris. Je n'ai même pas eu besoin de le lire. Je connaissais le nom du notaire qui l'avait rédigé, Maître Dubois, un vieil ami de la famille connu pour sa complaisance. J'ai hoché la tête, comme si je découvrais une information fascinante. Oui, je vois, ai-je dit en le lui rendant. Très bien. Je me suis tournée vers la foule. Chers amis, veuillez nous excuser pour ce petit intermède familial. Chloé a souri, un sourire triomphant. Elle pensait que j'abdiquais. Je contacterai mon avocat dès lundi pour organiser le transfert de propriété, ajouta-t-elle, comme pour enfoncer le clou. Oh, ce ne sera pas nécessaire, ai-je répondu doucement.
Mes doigts se sont dirigés vers mon sac à main, posé sur une chaise. Je l'ai ouvert avec une lenteur calculée. J'en ai sorti une seule feuille de papier, pliée en 4. Le silence était si complet qu'on pouvait entendre le chant des cigales dans les pins. Vois-tu, ma chère sœur, ce document que tu tiens est un joli souvenir. Mais il est malheureusement obsolète. J'ai déplié la feuille. Ceci, ai-je annoncé en élevant légèrement la voix, est le seul testament valide de Julien. Daté, paraphé et enregistré chez Maître Leclerc il y a à peine 3 mois. Je me suis avancé vers la table du buffet, où trônait la pièce montée à moitié entamée. J'ai posé le document sur la nappe, juste à côté du gâteau. La feuille blanche immaculée contrastait violemment avec les miettes et les traces de crème. Il me lègue tout, ai-je précisé, mon regard allant de Chloé à ma mère. L'intégralité de ses biens. Le domaine. Les comptes en banque. Les placements. Et même cette petite voiture de sport que tu aimais tant emprunter sans jamais demander la permission, Chloé. Le visage de ma sœur s'est décomposé. La couleur a quitté ses joues, la laissant avec un teint cireux. Elle a fait un pas vers la table, sa main tendue vers le papier, comme pour le détruire. Ma mère était figée, la bouche entr'ouverte, incapable de formuler un son. Les murmures ont repris dans l'assemblée, mais cette fois, ils n'étaient plus empreints de pitié pour moi. C'était un mélange de stupéfaction et d'admiration craintive. Le spectacle venait de changer d'actrice principale. La main tremblante de Chloé était sur le point de se saisir du document quand j'ai posé la mienne dessus, fermement. Nos regards se sont croisés. Le sien était rempli de panique et de haine. Le mien, je l'imagine, était vide de toute émotion. Attention, ai-je dit d'une voix basse, presque un murmure, mais qui portait une menace de mort. Tu le déchires, tu le tâches, et tu devras payer la copie certifiée. Et d'après ce que j'ai compris, élever 2 enfants seuls, ça coûte cher. Très cher. Elle a retiré sa main comme si le papier la brûlait. Et une autre chose, ai-je continué en me redressant, m'adressant de nouveau à elle mais en parlant assez fort pour que les invités les plus proches entendent. Je te conseillerais, à l'avenir, d'être extrêmement prudente avec les déclarations publiques concernant la paternité de tes enfants. Je me suis tournée vers le reste de l'assemblée, mon expression se durcissant. La diffamation post-mortem est une affaire très sérieuse en France. C'est une chose d'avoir une liaison. C'en est une autre de tenter une extorsion basée sur un mensonge, en salissant la mémoire d'un défunt. Un frisson a parcouru le groupe d'invités. Le mot « extorsion » avait été lâché. Contrairement à toi, Chloé, ai-je poursuivi en la fixant de nouveau, je ne me base pas sur des affirmations en l'air. J'ai des preuves. Mon ton était devenu clinique, chirurgical. J'ai des centaines de mets. Des relevés bancaires détaillant chaque cadeau, chaque restaurant, chaque week-end. J'ai les plans de « Projet C », cette charmante annexe que Julien comptait construire pour toi sur mes terres. J'ai un dossier complet, daté, classé, qui prouve non seulement un adultère sordide, mais surtout un plan méticuleux pour me dépouiller. Le visage de ma mère est passé du blanc au gris. Elle a compris que je savais tout, y compris pour sa complicité. Alors, voilà ce que nous allons faire, ai-je conclu, ma voix baissant de nouveau pour devenir intime et menaçante. Je ne parle pas de prison, Chloé. Je ne suis pas aussi cruelle. Je parle d'une chose que tu crains bien plus, le jugement. Le scandale. Si tu continues sur cette voie, si tu prononces un mot de travers, si tu essaies quoi que ce soit, ce dossier partira le lendemain chez un journaliste local que je connais bien. Imagine les titres. La veuve bafouée, la sœur calculatrice, la mère complice. Je me suis penchée vers elle, pour le coup de grâce. Et pour être sûr que tu comprennes bien, une note d'information préoccupante sera envoyée anonymement aux services sociaux. Pas pour te retirer tes enfants, non. Juste pour déclencher une petite enquête sur l'environnement moral dans lequel tu les élèves. Tu te retrouveras sous le microscope de l'administration. Tu seras la paria de ce village. Est-ce que c'est vraiment la vie que tu veux pour Léo et Luna? Puis, pour sceller ma victoire, j'ai levé les yeux vers le fond du jardin. Jean-Pierre, le vieux régisseur du domaine, un homme loyal qui avait travaillé pour mon père avant moi, se tenait près du portail, observant la scène en silence. Il était mon témoin silencieux depuis le début.
Jean-Pierre, ai-je appelé, ma voix résonnant clairement. Il a sursauté. Vous vous souvenez des nombreuses visites de ma sœur à Monsieur Julien, lorsque je devais m'absenter pour mon travail? Le vieil homme a retiré sa casquette, le regard droit. Parfaitement, Madame Adèle. Je m'en souviens parfaitement. C'était fini. Le piège n'était pas seulement légal, il était social. Je ne les avais pas seulement désarmés. Je les avais anéantis. Le témoignage simple et direct de Jean-Pierre a eu l'effet d'un coup de tonnerre dans un ciel déjà chargé d'électricité. C'était la confirmation publique, venant d'une source neutre et respectée, que la trahison n'était pas une invention de ma part. Le malaise des invités s'est transformé en un rejet palpable. La fête, si l'on pouvait encore l'appeler ainsi, s'est désintégrée en moins de 10 minutes. Ce fut une véritable débâcle, une retraite en désordre. Les conversations se sont tues, remplacées par des murmures et des raclements de gorge. Les gens n'osaient plus regarder ni Chloé, ni Simone, ni même moi. Ils fixaient leurs chaussures, leurs assiettes à moitié pleines, le ciel d'un bleu soudain trop cru. Les premiers à partir furent les amis les moins proches, avec des excuses boiteuses. Oh, regarde l'heure, nous devons y aller, les enfants sont fatigués. J'avais complètement oublié ce rendez-vous. Il me faisait un petit signe de tête contrit en passant, évitant soigneusement de frôler ma sœur et ma mère, comme si elles étaient devenues pestiférées. Puis ce fut le tour de la famille. Les oncles et les tantes, qui quelques minutes auparavant buvaient le champagne de Chloé, se sont évaporés avec une rapidité stupéfiante. J'ai vu mon oncle Robert dire à ma tante de prendre son sac, son visage rouge de confusion et de colère. J'ai croisé le regard de mon cousin Thomas. Il a soutenu mon regard une seconde, et pour la première fois, j'y ai lu autre chose que de la pitié. C'était du respect. Et de la honte. La honte de n'avoir rien dit, de n'avoir rien fait. Il a baissé les yeux et a suivi ses parents vers la sortie. Chloé était restée figée au milieu de la pelouse, le faux testament toujours à la main, un bout de papier inutile qui semblait maintenant la narguer. Son visage était un masque de stupeur et d'humiliation. Ma mère, Simone, a finalement retrouvé l'usage de la parole. Elle s'est approchée de moi, le visage déformé par une rage impuissante. « Comment as-tu pu » a-t-elle sifflé, ses yeux me foudroyant. « Comment as-tu pu nous faire ça ? À ta propre famille ?» J'ai soutenu son regard sans ciller. « Ma famille » ai-je répondu, ma voix glaciale ne tremblant pas, « la famille ne se poignarde pas dans le dos, maman. La famille ne complote pas dans l'ombre pour voler et mentir. Vous avez cessé d'être ma famille le jour où vous avez décidé de me trahir. » Je n'ai pas attendu sa réponse. Je leur ai tourné le dos, à elle et à ma sœur, les laissant seuls au milieu des restes de leur fête gâchée, des verres à moitié vides et des guirlandes qui se balançaient tristement dans la brise. J'ai traversé le jardin d'un pas égal, la tête haute. En passant le portail, Jean-Pierre m'a simplement fait un signe de tête. Un signe de loyauté et de compréhension. C'était plus que ce que ma propre famille m'avait donné en 20 ans. J'étais la première à quitter la fête, et en montant dans ma voiture, j'ai eu le sentiment étrange de quitter non pas un baptême, mais un champ de bataille après une victoire totale. Je pensais naïvement que l'humiliation publique suffirait à les réduire au silence. Je me trompais. Une bête blessée est souvent la plus dangereuse. Leur contre-attaque ne fut pas longue à venir, mais elle était désordonnée, pathétique, l'arme des vaincus, la calomnie. Quelques semaines après le baptême, des rumeurs ont commencé à circuler dans le village et dans notre cercle de connaissances. Des histoires savamment distillées par Chloé, qui avait troqué son rôle de victime contre celui de sainte. L'histoire qu'elle racontait était la suivante. La pauvre Adèle, fragilisée et mentalement instable depuis le décès de son mari, était devenue paranoïaque. Elle avait profité de la situation, manipulant les faits et terrorisant sa pauvre sœur, une jeune mère célibataire et sans défense. Elle avait même, selon ses dires, contraint Julien à signer un document absurde sur son lit de mort, ou presque. Certaines personnes, les plus crédules ou les plus avides de drame, ont commencé à me regarder différemment. J'ai senti leurs regards interrogateurs au marché, j'ai entendu les silences qui se faisaient sur mon passage à la boulangerie. C'était désagréable, mais je m'y attendais. Une bonne histoire a besoin d'un méchant, et Chloé essayait désespérément de me faire endosser ce rôle. Sa deuxième tentative fut plus directe.
Elle est allée voir Maître Dubois, l'ancien notaire de la famille, celui qui avait probablement rédigé son testament invalide. Elle espérait trouver une faille, un vice de forme, n'importe quoi pour contester ma légitimité. Malheureusement pour elle, Maître Leclerc l'avait anticipé. Un simple appel de mon avocate à son confrère a suffi à calmer ses ardeurs. Maître Dubois, réalisant qu'il risquait de se retrouver mêlé à une affaire d'extorsion et de faux, a poliment mais très fermement refusé toute aide à Chloé, prétextant un « conflit d'intérêts ». La porte légale était définitivement fermée. C'est alors que ma mère est entrée en scène. Voyant que l'agressivité de Chloé ne menait à rien, elle a choisi une autre tactique, la manipulation affective, le chantage au sang. Elle m'a appelé un soir, sa voix tremblante de larmes feintes. « Adèle, mon enfant, il faut que cela cesse », a-t-elle commencé. J'ai écouté en silence, sans l'interrompre. « Tu es en train de détruire ta sœur. Elle ne mange plus, elle ne dort plus. Elle a fait une erreur, une terrible erreur, mais c'est ton sang. Tu déchires cette famille pour une maison, pour des murs. Est-ce que ça en vaut la peine? Pense à ces deux petits innocents. » Le discours était bien rodé, chaque mot choisi pour faire vibrer la corde de la culpabilité. Mais cette corde, en moi, était rompue depuis longtemps. « Maman », ai-je répondu d'une voix calme et détachée. « Arrête cette comédie. Vous n'avez pas détruit la famille pour une maison. Vous avez tout détruit pour de l'argent, par jalousie et par cupidité. J'ai simplement protégé ce qui me revient de droit. Quant aux enfants, leur avenir dépend entièrement de l'attitude de leur mère. Si elle choisit le silence et la discrétion, ils grandiront en paix. Si elle continue sa guerre, elle en assumera seule les conséquences. J'ai ajouté, après une seconde de silence, ne m'appelle plus pour ça. En fait, ne m'appelle plus du tout. Et j'ai raccroché. Le désespoir les rendait prévisibles. Chaque tentative de leur part pour reprendre le contrôle ne faisait que confirmer que j'avais pris la bonne décision. Elles se débattaient dans les sables mouvants de leurs propres mensonges, et chaque mouvement ne faisait que les enfoncer un peu plus. Alors que les ponts avec ma famille la plus proche brûlaient, d'autres, inattendus, se reconstruisaient. Une semaine après mon coup de fil avec ma mère, quelqu'un a sonné au portail du domaine. C'était mon cousin Thomas. Il se tenait là, mal à l'aise, les mains dans les poches. Je l'ai fait entrer. Nous nous sommes assis sur la terrasse, en silence pendant un long moment. Je suis venu m'excuser, Adèle, a-t-il finalement dit, sans me regarder. Je savais. Pas tout, mais je savais pour eux. J'ai surpris des conversations, Julien se vantait parfois après quelques verres. Il disait que tu étais trop occupé avec tes vieux tableaux pour voir ce qui se passait sous ton nez. J'aurais dû te parler. J'ai été lâche. Son aveu n'a pas effacé des années de silence, mais c'était un baume. C'était une validation, une preuve que je n'étais pas folle, que je n'avais pas tout imaginé. C'était la reconnaissance, par un tiers, de l'ampleur de leur mépris. J'ai simplement hoché la tête. Merci d'être venu, Thomas. Son ralliement, discret mais sincère, a marqué un tournant. La nouvelle de sa visite s'est répandue, et lentement, la perception de la famille élargie a commencé à basculer en ma faveur. Mais la vraie bataille se jouait ailleurs. Le domaine n'était pas qu'une maison, c'était une entreprise. Les vignes, négligées par Julien qui n'y voyait qu'un décor, avaient besoin d'attention. C'est là que Jean-Pierre est devenu plus qu'un témoin, il est devenu mon mentor. Il m'a appris le rythme de la terre, l'art de la taille, l'importance du terroir. Je me suis plongé dans ce travail, trouvant dans l'effort physique et la concentration une forme de thérapie. Mon nouveau statut de « veuve fragile » a cependant attiré les prédateurs. Un voisin viticulteur, un certain Bernard, vieil ami de Julien, est venu me faire une offre. Il s'est assis dans mon salon, paternaliste et condescendant, m'expliquant que la gestion d'un vignoble était une affaire d'homme, bien trop compliquée pour moi. Il m'a proposé de me débarrasser de mes meilleures parcelles, les plus anciennes, à un prix ridiculement bas. Je l'ai écouté poliment, un léger sourire aux lèvres. Jean-Pierre m'avait prévenu et m'avait briefé. Quand il a eu fini son laïus, j'ai sorti un dossier. C'est très aimable à vous de vous inquiéter, Bernard, ai-je commencé. Cependant,
d'après l'analyse des sols que j'ai commandée le mois dernier, cette parcelle de Grenache que vous estimez à 20 000 € l'hectare a un potentiel qui la place plus près de 50 000. Surtout si l'on considère le projet de replantation en bio que j'ai déjà soumis à la Chambre d'agriculture. J'ai continué, lui exposant mes plans, les rendements, les coûts, les prévisions de vente, avec une précision qui l'a laissé bouche bée. Alors non, Bernard, je ne vends pas, ai-je conclu en refermant mon dossier. Au contraire. J'ai l'intention de créer ma propre cuvée. Elle s'appellera « Héritage ». Son visage est passé du rose de la suffisance au rouge de la vexation. Il est parti sans demander son reste. Ce jour-là, j'ai compris que je n'avais pas seulement hérité d'une maison. J'avais repris le contrôle de ma vie. Mon amie Sophie, brillante en marketing, a été si enthousiasmée par l'histoire qu'elle a offert de m'aider à créer l'identité de la marque. Sur l'étiquette que nous avons dessinée, il n'y avait pas de château, pas de blason. Juste un phénix stylisé, renaissant de ses cendres. Mon phénix. 1 an. 1 an s'était écoulé depuis le baptême. Une année de travail acharné, de nuits courtes et de jours longs. Le domaine avait changé. Les vignes étaient impeccablement entretenues, la vieille cave avait été modernisée, et les premières barriques de la cuvée, Héritage, vieillissaient en silence, pleines de promesses. J'avais changé, moi aussi. La douleur s'était muée en force, le silence en sérénité. C'est un après-midi d'automne, alors que je supervisais les derniers préparatifs avant la mise en bouteille, que j'ai vu une silhouette familière hésiter devant le grand portail en fer forgé. C'était Chloé. Elle était méconnaissable. Fini la femme radieuse et arrogante. La personne qui se tenait là était maigre, ses vêtements étaient mal ajustés, son visage était marqué par la fatigue et le ressentiment. J'ai ordonné à Jean-Pierre de la laisser entrer. Non par pitié, mais par besoin de clore ce chapitre une bonne fois pour toutes. Elle a traversé la cour et s'est arrêtée à quelques mètres de moi, sur le perron où j'étais assise. Elle n'a pas dit bonjour. Elle n'a pas présenté d'excuses. Ses premiers mots furent une accusation. « Tu as tout ?» a-t-elle dit d'une voix rauque. « Regarde-toi. La grande dame dans son château. Tu pourrais au moins m'aider. Je suis ta sœur. Je n'ai plus rien. » Je l'ai regardée, longuement. J'ai cherché en moi une trace de l'ancienne affection, un écho de notre enfance, une étincelle de pitié. Il n'y avait rien. Juste un vide immense et froid. « Non, Chloé », ai-je répondu, ma voix calme, sans une once de haine. Je n'ai pas tout. J'ai ce pourquoi j'ai travaillé. J'ai ce que j'ai défendu quand vous avez essayé de me le prendre. Et tu n'es plus ma sœur. La femme que j'appelais « sœur » est morte pour moi le jour où j'ai compris qu'elle couchait avec mon mari et complotait avec ma mère pour me ruiner. Des larmes de rage ont perlé dans ses yeux. « Tu es un monstre » a-t-elle craché. Peut-être, ai-je concédé avec un léger haussement d'épaule. Mais ce sont vous qui avez créé ce monstre. Tu n'as aucun droit ici. Ce domaine est bâti sur le travail et l'honnêteté. Tu n'y as pas ta place. Adieu, Chloé. Elle est restée là 1 seconde, espérant peut-être que je change d'avis. Puis, voyant mon visage impassible, elle a tourné les talons et est repartie, sa silhouette diminuant jusqu'à disparaître derrière le portail que Jean-Pierre a refermé derrière elle, avec un bruit métallique définitif. Le soir même, j'ai ouvert la toute première bouteille de la cuvée « Héritage ». J'ai rempli un verre et je suis retourné sur la terrasse. Le vin avait une couleur rubis profonde, des arômes complexes de fruits noirs et d'épices. C'était le fruit de mon travail, de ma résilience. J'ai levé mon verre, non pas à la mémoire de Julien, mais à la femme que j'étais devenue. Je n'ai pas pensé à lui adresser un toast. Son souvenir s'était effacé, comme une esquisse ratée sous les couches de peinture d'un chef-d'œuvre. Je buvais à ma propre renaissance. Le silence des vignes qui m'entouraient n'était plus le silence du deuil ou de la solitude. C'était le silence apaisant de la paix, du contrôle et d'une victoire totale, dont le goût, sur ma langue, était encore meilleur que je ne l'avais jamais imaginé.